Bonjour, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette salle, une salle donc du Collège des Quatre Nations. Vous venez d'avoir la conférence de Madame Dallarin. Vous avez compris que ce n'était pas une salle de l'Académie des Sciences, mais une salle de l'Institut. Je m'appelle Alain-Jacques Valleron, je suis le délégué à l'information scientifique de l'Académie des Sciences. Personnellement, je suis un épidémiologiste et donc j'utilise des mathématiques et des statistiques pour trouver les causes des maladies. Et dans toutes les disciplines, physique, chimie, biologie, on utilise des mathématiques. Mais aujourd'hui, vous savez que le conférencier qui va vous parler, c'est pas quelqu'un qui utilise les mathématiques, c'est quelqu'un qui les invente. Vous connaissez tous Cédric Villani, bien sûr, qui, dans un agenda terrifiant, nous fait la gentillesse de faire cette conférence. Vous avez vu aussi le titre, qui est une conférence vraiment qui va nous passionner. Je vais pas vous prendre du temps. On a eu toute l'introduction qui a été faite avec Madame Dallarin, qui vous a bien présenté l'Institut. On a eu les questions sur l'Académie des Sciences. Vous venez pour Cédric, en réalité. Je suis tout à fait comme vous. Et donc, on va lui passer la parole. Mais avant, Madame l'inspectrice générale va dire quelques mots pour présenter cette semaine des mathématiques. Merci beaucoup, monsieur. Donc moi, je m'appelle Madame Burban, je suis inspectrice générale de l'éducation nationale dans le groupe des mathématiques. Et je voudrais rappeler que nous sommes là à la 3e édition de la semaine des mathématiques, dont le but est de valoriser la discipline, de montrer comment les mathématiques se rattachent à un ensemble plus global des sciences et aussi de toute l'étude. Et vous savez peut-être que le thème retenu cette année pour la semaine des mathématiques, c'est les mathématiques au cœur des civilisations, qui replace donc la discipline dans une dimension humaine et culturelle. Et je crois que c'est aussi l'un des volets qui permet de promouvoir et de valoriser la discipline. Et je pense que nous avons là aujourd'hui le meilleur ambassadeur pour le faire, en la personne de Cédric Villani. Merci beaucoup, Madame l'inspectrice générale. Merci, Monsieur Valleron, pour la belle introduction. Merci tout le monde. Merci d'être ici. Alors, on va vérifier qu'on n'a pas de soucis soucis visuels, on va dire. C'est un problème de géométrie simple. Est-ce que pour ceux qui sont au fond, je suis au milieu de l'image là, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez bien l'écran qui est là? Vous me dites, donc très important, hein, si à un moment je suis trop devant l'écran, je vous empêche de voir, vous me dites, et puis je bougerai pour que vous puissiez tous voir ce qu'il y a sur l'écran. C'est un exposé qui est en bonne partie visuel, et donc il faudra en tenir compte dans la présentation. Alors aujourd'hui, on va parler de mathématiques, mais de mathématiques insérées dans des questions de civilisation, effectivement, et en l'occurrence, une question qui a fait couler beaucoup d'encre et fait réfléchir beaucoup de cerveaux, l'âge de la Terre. D'accord. Vous voyez, il y a la semaine dernière, j'avais jusqu'à 4 micros en même temps. J'en avais 2 accrochés, 2 que je tenais dans mes mains. Mais on n'est pas encore au niveau des hommes politiques quand ils font leur discours avec une armada de micros tendus vers eux. Alors, quand la Terre était trop jeune pour Darwin, qu'est-ce que ça a à voir avec la mathématique, ou les mathématiques, a priori, on voit pas. Mais on va voir, et petit à petit, on va comprendre à quel point une controverse scientifique a pu reposer en bonne partie sur la solution d'un problème mathématique et plus encore sur son interprétation. On va commencer, si vous voulez bien, par quelques rappels, quelques considérations sur la nature même de la discipline mathématique. On va commencer avec ce qui est l'un des symboles de l'ensemble de la discipline. Qu'est-ce que c'est ça, à votre avis? C'est écrit en quelle langue? Égyptien, non. Qui a dit égyptien? C'était bien essayé. Grec, ouais. C'est du grec. Ça peut dater de quelle époque?
Bon, ça date de la Grèce antique. Et c'est un manuscrit qui traite de géométrie, on peut bien le croire. Hein, vous voyez des carrés, des triangles. Il y a des inscriptions, c'est l'énoncé d'un théorème. Et c'est un extrait des éléments d'Euclide. Les éléments d'Euclide, vous n'avez pas forcément rencontré déjà, vous avez peut-être rencontré. C'est dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le traité le plus édité, le plus traduit, le plus édité, plus de 1000 éditions. Si on accepte les textes religieux, c'est le texte le plus édité dans l'histoire de l'humanité. Et ça parle de quoi? Ça parle de mathématiques. Ça symbolise une époque, un moment où la discipline s'est cristallisée, si l'on veut, dans sa conception, et où on a dit, mathématiques, on se donne des postulats, qu'on appelle des axiomes, très bien. On se donne des postulats qu'on appelle des axiomes, et à partir de ces axiomes, on déduit logiquement des conséquences, uniquement avec le raisonnement de l'esprit humain. Ça paraît étrange comme façon de faire, parce que si on se donne des postulats et qu'on s'interdit toute autre incorporation d'éléments nouveaux, on se dit qu'on va tourner en rond. Et la magie mathématique, si l'on veut, c'est qu'à partir d'un très petit nombre de règles, on arrive à déduire des conséquences extrêmement complexes. Une grande richesse de théorèmes, en géométrie en particulier. On va se retrouver à parler de nombreux éléments, de nombreuses figures, on va avoir des théorèmes subtils et des choses qui semblaient pas du tout être inscrites dans les axiomes de départ. Ici, une version traduite en latin des éléments d'Euclide. Dans les éléments d'Euclide ou dans n'importe quel texte de mathématiques, évidemment, on trouve des résultats des théorèmes. Théorème, un assemblage conceptuel réalisé à partir des axiomes qui vous amène à une conclusion. Et si on vous demande de citer un théorème, qu'est-ce qui vous vient en tête? Pythagore, ouais. Toujours, les gens, c'est ça qu'ils retiennent, le théorème de Pythagore. Eh bien, ils ont raison, c'est un beau théorème. Alors, voici le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? L'angle n'est pas tout à fait droit parce que la figure là se projette pas de manière exactement parallèle, mais c'est bien un triangle rectangle que vous voyez là. Et le théorème de Pythagore, il vous dit que quand vous avez un triangle rectangle, et donc il y a 3 côtés, un grand et 2 petits, et le carré du grand côté est égal à la somme des carrés des petits côtés. Il va dans les deux sens. Si vous avez un triangle rectangle, alors cette relation est vérifiée. Si cette relation est vérifiée, alors le triangle est rectangle. Il va dans les deux sens et ce qu'il y a d'important au-delà du théorème, c'est qu'il établit un pont entre les deux concepts fondamentaux sur lesquels on a bâti la géométrie, les distances et les angles. Il donne une relation entre des distances et des angles. Si l'un des angles est droit, alors on a une relation entre les différentes longueurs. Évidemment, chaque fois que vous avez à réaliser un ouvrage géométrique, que ce soit en architecture, ou que ce soit des dessins géométriques, que ce soit quand vous faites un dessin animé ou quoi que ce soit, il y a des distances, il y a des angles et ça joue un rôle fondamental. Et Pythagore, c'est un peu l'essence de ça, ça nous rappelle qu'il y a des relations entre ces objets qui sont simples. Également, ça fait un pont avec des questions qui sont liées au nombre. Vous voyez ici, chaque fois que j'ai 3 entiers A, B et C, tels que A au carré plus B au carré égale C au carré, eh bien, je pourrais construire un triangle rectangle qui correspondra à ça. Par exemple, 3, 4, 5, puisque 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, sont 3 entiers qui définissent un triangle rectangle. Encore de nos jours, certains maçons utilisent le théorème de Pythagore, parfois sans avoir aucune idée de la démonstration, le plus souvent même sans avoir aucune idée de la démonstration, pour vérifier qu'un angle est droit. Vous avez un mur, vous voulez vérifier que l'angle est droit, vous mesurez à partir de l'angle 4 d'un côté, 3 de l'autre, et vous vérifiez que la distance entre les 2 points ainsi obtenus est égale à 5, et si oui, c'est que votre angle est bien droit. Si vous voulez tracer un terrain de football, par exemple, faire sur un grand espace plat un rectangle avec de beaux angles droits, plutôt que d'avoir une grande équerre qui pourra être difficile à manipuler, vous plantez une corde avec un piquet, vous mesurez 4,
D'un côté, vous mesurez 5, vous mesurez 3, et puis vous tendez de manière à ce que le triangle soit fait de lignes bien droites, et vous avez un triangle rectangle. Vous savez que votre angle est bien droit. Voilà le genre de problème pratique qu'on résolvait avec le théorème de Pythagore. Et de manière générale, la mathématique, ça a été développé pour résoudre des problèmes. Ça fait des millénaires que ça a été inventé et développé dans ce but. Alors, le théorème de Pythagore, comme beaucoup de résultats, on peut le présenter de différentes manières. Voici une façon équivalente de présenter le théorème de Pythagore. On pourrait l'appeler le théorème de l'enveloppe parce que ça dessine une enveloppe comme ça, le rectangle avec les deux diagonales. Et évidemment, comme dans ce rectangle avec les diagonales, on peut voir deux triangles rectangles collés l'un à l'autre, on peut appliquer 2 fois le théorème de Pythagore, ou une fois si l'on veut, puisque de toute façon ce sont les mêmes dimensions, hein. Les diagonales sont égales entre elles, les côtés sont égaux 2 à 2. Et donc le théorème de Pythagore, il va nous donner une relation entre la somme des carrés des côtés, des 4 côtés, et la somme des carrés des diagonales. Et donc on pourrait appeler ça théorème de l'enveloppe. Dans un rectangle, la somme des carrés des côtés est égale à la somme des carrés des diagonales. Et c'est équivalent au théorème de Pythagore. Vous passez de l'un à l'autre directement avec une opération très simple. Soit si c'est un rectangle en coupant en deux, soit si vous partez d'un triangle rectangle en collant 2 identiques. C'est pas comme ça qu'on énonce d'habitude, mais on pourrait. Mais, arrive un jour, et je me souviens comme j'étais étonné quand je suis tombé là-dessus, détour d'un exercice, je ne sais plus en quelle classe, théorème du parallélogramme. Qu'est-ce que ça dit? Prenez un parallélogramme avec les diagonales. Alors, la somme des carrés des côtés est égale à la somme des carrés des diagonales. Et c'est même une façon de vérifier qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, en tout cas, je me souviens comme j'étais surpris, vous vous dites, mais on m'a trompé, c'est pas possible. Il y a quelques instants, je vous parlais du théorème avec un rectangle, et maintenant on découvre que le même énoncé exactement est valable pour un parallélogramme. Et ce qui est important à retenir, au-delà du théorème du parallélogramme, qui pour le coup vous servira probablement jamais au cours de toute votre vie en tant que tel, c'est que à travers cet exercice, mine de rien, on a fait un exercice de généralisation. On avait quelque chose qui était vrai sur certaines hypothèses. Eh bien, on découvre qu'une hypothèse n'était pas nécessaire. On avait un énoncé qui parlait de rectangle. On découvre que finalement, on n'a pas besoin d'avoir des angles droits, il suffit d'avoir des côtés parallèles 2 à 2, donc de conserver une des caractéristiques du rectangle, et le résultat reste vrai. Ça, c'est la généralisation. On en trouve dans toutes les sciences, et c'est un problème important de savoir quelles sont les différentes hypothèses qui sont impliquées dans un résultat. En mathématiques, vous en trouvez sur des choses très simples comme celle-ci. Et ce qui est important, c'est que la mathématique, c'est la seule science dans laquelle vous pouvez vous familiariser aussi bien avec ce genre de figure d'esprit, parce que c'est la seule science dans laquelle vous maîtrisez tout. Si vous êtes épidémiologiste, comme M. Valeron, vous devrez travailler sur telle ou telle maladie. Quand au début de vos études, on vous explique que les maladies sont causées par des virus ou des bactéries, mais vous n'avez jamais vu de virus ou de bactéries vous-même. Évidemment, vous croyez ce qu'on vous dit. Les médecins vous l'ont dit, on vous l'a expliqué en cours, mais vous les avez jamais vus, vous ne pouvez pas vérifier par vous-même. En mathématiques, vous pouvez tout vérifier par vous-même. Et c'est la seule discipline dans laquelle c'est possible. Et vous pouvez vous entraîner à faire la preuve, parfois à contredire ce qu'on vous dit. Quand j'étais élève, ça m'arrivait de contredire mon professeur. Plus tard, quand je suis devenu professeur, ça m'est arrivé de me faire contredire par mes élèves. Et si un élève montre une faute dans le raisonnement, le professeur est obligé de l'admettre. Et ben voilà, on va réparer le raisonnement, il faut que je réfléchisse, il faut que je consulte et tout ça. Donc la mathématique, c'est au-delà de l'utilisation, c'est quelque chose qui peut vous entraîner à développer votre esprit critique, à développer votre faculté logique, votre faculté de penser. Alors, continuons sur ces questions de généralisation. Reprenons les éléments d'Euclide. Même si vous ne lisez pas ou plus le latin, vous voyez qu'ici, il y a un carré, un pentagone, un hexagone, avec à chaque fois la propriété que ce sont des polygones réguliers.
les angles sont égaux, les côtés sont égaux. C'est assez facile de construire un carré, la règle au compas. Pentagone, c'est plus délicat. Il y a certaines de ces figures qui sont faciles à construire, d'autres qui ne sont pas faciles à construire. Un des résultats célèbres du mathématicien allemand Gauss, c'est qu'il est possible de construire à la règle au compas un polygone à 17 côtés, c'est pas du tout évident. Mais même si c'est difficile à construire, c'est assez facile, en calculant, en faisant un petit raisonnement sur les angles, de se convaincre qu'ils existent, tous ces polygones réguliers, avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 côtés, autant de côtés que vous voulez. Vous pouvez calculer l'angle qu'il faut imposer entre deux côtés consécutifs pour avoir un polygone à 1000 côtés. En pratique, d'ailleurs, on ne le distinguera pas à l'œil nu d'un cercle, ou quasiment pas. Mais si on essayait de généraliser ça maintenant à des figures qui sont quelque part plus familières, ou en tout cas plus dans notre univers, des polyèdres, des figures en 3 dimensions. Prenons un polyèdre régulier et intéressons-nous au polyèdre régulier avec 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 faces. D'accord ? Bon. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on savait déjà, dans la Grèce antique, qu'il existe seulement 5 solides réguliers. 5 polyèdres réguliers, convexes si on veut être précis, avec seulement 4 côtés, 6 côtés, c'est le cube, 8 côtés, 12 côtés et 20 côtés. Pas un de plus. Et voyez, quand je vous disais, en mathématiques, on part de principes simples, on arrive à des conclusions surprenantes. Ici, c'est un énoncé qui fait seulement intervenir les notions d'angle et de longueur, et tout ce qu'on a demandé, c'est chercher un polyèdre avec des côtés égaux et des angles égaux, et on se retrouve avec une conclusion incroyable, il y en a seulement 5. Et pourquoi ces 5-là et pas d'autres ? C'est comme ça. Alors on peut faire les démonstrations, on les appelle des solides platoniciens, et on a l'impression qu'on a découvert quelque chose, vraiment qu'on a fait une découverte, qui peut-être repose sur la nature du monde ou quelque chose comme ça. Dans le temps, on a essayé de mettre en correspondance ces 5 solides qu'on concevait comme 5 formes parfaites avec les 5 planètes connues dans le système solaire, à l'époque où on ne connaissait que 5. À chercher à expliquer par exemple les orbites de ces planètes en fonction de ces formes géométriques. Ça paraît complètement naïf, mais après tout, ça semble être une loi magique de l'univers, ces 5 solides. Pourquoi pas les mettre en relation avec les 5 planètes ? Puis un jour, on a découvert une 6e planète, bien sûr, et il a fallu changer d'explication. De manière générale, quand j'étais au lycée, quand j'avais votre âge, la géométrie du triangle, c'était un sujet qui me passionnait. Alors, chacun son passe-temps. Cet ouvrage-là de Yvonne et René Sorté, c'était un de mes ouvrages de mathématiques préférés, la géométrie du triangle. Ça m'arrive de faire des sondages des fois quand je fais des conférences pour savoir s'il y a des gens dans la salle qui connaissent encore cet ouvrage. D'habitude, c'est très décevant et je ne fais plus le sondage. La géométrie du triangle, en tout cas, c'était un sujet qui me passionnait et je dois dire, c'est un sujet qui, en un sens, ne sert à rien. Géométrie du triangle, dans la vie de tous les jours, ça sert vraiment à rien. Pythagore encore, mais au-delà, ça se retrouve jamais dans la vie de tous les jours. Et en tant que chercheur, en tant que scientifique, ça sert à rien non plus. C'est un domaine qui est dans lequel il n'y a plus de recherche. C'est un domaine qui est fermé. Donc, ça sert à rien. Et pourtant, quand on dit ça, c'est de la triche. Dans le temps, c'est là-dedans que je me suis entraîné peut-être à faire des exercices, à faire des démonstrations. Plus tard, c'est devenu mon métier de faire des démonstrations. Quand vous avez, comme c'est le cas des fois quand vous êtes un chercheur professionnel, à mettre sur pied une démonstration de 100 pages, c'est bon de s'être exercé d'abord, quand vous êtes gamin, à mettre sur pied une démonstration de 10 lignes. Et puis réfléchir sur une démonstration, que ce soit sur les propriétés du triangle, ou sur les propriétés des gaz, ou sur les propriétés de la géométrie non euclidienne, comme j'ai pu le faire par la suite. Réfléchir sur des propriétés simples des triangles, ça entraîne. Ça développe l'imagination, ça développe la rigueur,
ça développe la ténacité. Je me souviens d'avoir passé des journées à réfléchir à tel ou tel exercice de géométrie. Et ben, ça me préparait bien. Donc finalement, je dis que ça servait à rien, mais peut-être ça a fait le plus important après tout. Ça m'a appris à faire une démonstration. En géométrie du triangle, pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des miracles. Des fois, vous tracez 3 droites et vous trouvez qu'elles se rencontrent en un même point. Ou alors des fois, au contraire, vous tracez 1, 2, 3, voire 4 points, et vous trouvez que les 4 points sont alignés sur une même droite. Comme par magie. Et finalement, ce que vous apprenez en résolvant ces exercices, c'est que ce n'est pas de la magie, et vous démontrez, vous démystifiez. C'est pareil pour toute la démarche scientifique. Il y a des choses qui semblent miraculeuses et on apprend que c'est pas de la magie, que derrière, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut comprendre. Comprendre, 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 c'est le leitmotiv, le mantra, si je puis dire, du mathématicien. Et on peut aussi, une fois qu'on a compris, aller au-delà, développer, généraliser. Alors, je vais passer quelques minutes à vous parler d'un sujet qui justement va au-delà de la géométrie d'Euclide, de la géométrie euclidienne, de la géométrie plate. Un sujet dans lequel il y a de la recherche encore contemporaine. C'est la géométrie dans laquelle on ne travaille pas sur une surface plane, mais sur une surface qui est courbée, comme la surface de la Terre, ou dans un univers qui est tordu, un univers dans lequel le plus court chemin pour aller d'un point à un autre ne serait pas une ligne droite. Le plus court chemin pour aller d'ici à New York, évidemment, c'est pas une ligne droite. Si c'était vraiment une ligne droite, il faudrait passer à travers la Terre. Même quand vous le regardez sur une carte, ça va pas être une ligne droite. Les avions, on peut regarder les trajectoires des avions de nos jours sur Internet, ils font des trajectoires plutôt comme ça. Ils commencent par aller vers le nord pour redescendre vers le sud, par exemple, et ainsi de suite. Et ce sont les propriétés de cette géométrie, on appelle les propriétés de géométrie non euclidienne, sont encore source de recherche de nos jours. Mon cours à l'Université de Lyon porte sur ce genre de sujet en ce moment. Dans le monde de la géométrie riemannienne, au lieu d'avoir une unité de longueur fixée, l'unité de longueur, elle peut varier d'un point à un autre, et les plus courts chemins sont courbés, et on peut se demander si ces géodésiques, elles vont se comporter comme des droites, les lignes de plus courts chemins dans le plan. Et on a l'idée de comparer le comportement des géodésiques au comportement des droites pour se faire une idée pour comprendre la géométrie. Par exemple, la vitesse d'écartement. Quand vous prenez 2 droites qui se coupent, la distance entre 2 points qui sont situés sur des droites, si vous les suivez, ça augmente proportionnellement au temps que vous passez, au temps qui s'écoule. Et sur une géodésique, qu'est-ce qu'on peut dire? Des fois, ça va s'écarter plus vite que dans l'espace euclidien, que dans le plan. Des fois, ça va s'écarter moins vite. Et dans un cas, on parlera de courbure négative, dans l'autre cas, on parlera de courbure positive. Et il y a toute une notion, toute une affaire, toute une théorie de cette courbure. Par exemple, dans l'espace hyperbolique qui est représenté ici, vous voyez, ici l'artiste a utilisé des poissons pour traduire le fait que les unités de longueur changent avec les points dans cette géométrie, de sorte que tous ces poissons mesurent en fait la même longueur. Et c'est un espace qui en fait est infini. On l'appelle l'espace hyperbolique, il a été découvert au XIXe siècle, et il est de courbure négative. Quand on prend 2 courbes géodésiques dans cet espace, elles s'écartent plus vite que ne le feraient des droites, et les triangles dans cette géométrie sont plus maigres que les triangles de la géométrie habituelle. La somme des angles, par exemple, est toujours inférieure à 180 degrés. Au contraire, dans la géométrie à courbure positive, comme peut l'être la géométrie sur un ballon ou à la surface de la Terre, la somme des angles est toujours plus grande que 180 degrés. Vous voyez ici ce triangle que vous pouvez tracer sur une balle de ping-pong. Quelle somme des angles ? Ouais. 270 exactement. 3 angles droits, 3 fois 90 degrés, ça fait 270 degrés. Alors vous pourrez réfléchir, on peut faire encore plus grand, même beaucoup plus que ça.
beaucoup plus que ça. On peut avoir des triangles en cette géométrie dont la somme des angles dépasse les 360 degrés. Et on ne peut jamais avoir de triangle dont la somme des angles est plus petite que 180 degrés. Et c'est lié à cette notion de courbure. Dans le monde qui nous entoure, il y a de la courbure positive, de la courbure négative. La surface de notre, si je regarde par exemple, la base du nez ici, c'est un point de courbure négative, le front, c'est un point de courbure positive, et ainsi de suite. Et vous voyez comment on pouvait, avec ces concepts, explorer des choses qui nous entourent. Si vous passez à Dublin, le contraste est un peu... ok. Si vous passez à Dublin, passez dans ce musée de la science qui s'appelle le musée du corail hyperbolique, Hyperbolic Coral Reef Museum. Et vous y verrez des choses comme ça. Ça, c'est du tricot qui reproduit un peu des formes de corail. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce tricot, il a été conçu selon une règle simple, courbure négative constante. Et voyez comme ça reproduit des formes qui ont l'air organiques finalement. Et voyez comment, à partir de règles mathématiques, on peut avoir des choses artistiques quelque part. C'est aussi la courbure négative constante, le principe de base de cette sculpture qui était exposée à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, boulevard Raspail, il y a quelques années dans une exposition qui s'appelait Mathématiques, un dépaysement soudain. Si on traçait un triangle ici, il serait maigre comme le triangle que je vous ai montré tout à l'heure sur l'espace hyperbolique. La somme des angles serait plus petite que 180 degrés. Mais là, ce qui intéressait l'artiste, c'était surtout le mouvement élancé de la sculpture vers le haut. Et puis, si vous regardez cette autre sculpture, cette fois de type digital, informatique, des artistes Palais et Bénard, vous verrez que c'est comme si on avait accroché entre elles, collé, soudé, une multitude de petites selles de cheval. Vous voyez, ça ressemble à une selle de cheval. Devant et derrière, ça remonte pour vous retenir, et sur les côtés, ça laisse passer les jambes. Selle de cheval, typique figure de courbure négative. Et cette figure-là, cette espèce de toupie, elle est aussi de courbure négative constante, à l'exception des lignes de crête qui servent au recollement. Alors, voyez, on dit, c'est ce que Poincaré a dit, que la mathématique, c'est l'art de donner le même nom à des choses différentes. Ici, je vous ai montré 3 exemples très différents de figures géométriques qui visuellement donnent une impression variée et qui sont toutes les 3 obtenues à partir de la règle simple, courbure négative constante. Pour un géomètre, ce sont 3 figures qui sont fortement apparentées, qui relèvent de la même famille. Et on pourra prouver des théorèmes dans un cas qui s'appliqueront dans les autres cas. Et puis, en même temps, c'est une invention mathématique importante, cette notion de courbure, léguée par Bernard Riemann, l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Elle a été reprise par d'autres mathématiciens, bien sûr, dans les années 1900-1905. Ricci Curbastro en Italie, par exemple, l'a développée pour en faire ce qu'on a appelé la courbure de Ricci. Du monde des mathématiciens, elle est passée un jour au monde des physiciens, quand Albert Einstein a découvert que cette notion de courbure, c'était la notion fondamentale qui lui permettrait de bâtir sa théorie de la relativité générale, il y a 99 ans maintenant. Vous notez le R au tableau, R comme Riemann. Et puis un jour, c'est arrivé dans notre quotidien, le jour où on a voulu utiliser le repérage dans l'espace par satellite pour utiliser le système de GPS qui permet de conduire nos voitures maintenant. Eh bien, il a fallu tenir compte de la théorie de la relativité générale, il a donc fallu utiliser la courbure. Cette trajectoire est typique d'un concept mathématique. Au début, on commence par une réflexion interne, une question de curiosité, qui est reprise par d'autres mathématiciens, développée éventuellement par des centaines de mathématiciens, qui peut éventuellement passer dans d'autres sciences, comme ici la physique, et qui peut un jour passer dans la technologie, comme ici le GPS. Et il peut s'écouler un temps considérable entre le début et la fin du processus. En l'occurrence, à peu près 150 ans. Et on ne sait jamais au départ quels sont les concepts mathématiques qui donneront naissance à des applications technologiques importantes.
Voici quelque chose... Ah, comment ça s'appelle ça? Un carré magique, très bien. Voici quelque chose qui reflète aussi l'idée qu'il y a quelque chose de magiquement puissant derrière le formalisme mathématique. Dans l'exemple précédent, je commentais le fait qu'en partant de réflexions mathématiques, on arrive à des inventions technologiques. Ici, on utilise des techniques mathématiques juste pour créer quelque chose qui surprend, quelque chose qui fait rêver. Dans ce carré magique, si on fait la somme de tous les chiffres dans une même ligne, on obtient un total qui est le même ligne par ligne. Et c'est le même colonne par colonne, et c'est aussi le même pour les deux diagonales. On appelle ça un carré magique, mais il a été fabriqué selon des règles mathématiques simples. La plupart des tours de magie, comme on dit, basés sur les cartes en particulier, relèvent de règles mathématiques simples. Et d'ailleurs, l'un des plus célèbres probabilistes, chercheur en probabilité de notre époque, est un ancien magicien, célèbre magicien qui s'est reconverti le jour où il a voulu comprendre quelles étaient les astuces mathématiques qui se cachaient derrière ces tours de cartes incroyables. Carré magique, quand j'étais tout gamin, j'avais appris à en faire. Certains d'entre vous, à coup sûr, connaissent la façon de les faire. Pour les carrés magiques d'ordre impair, ça se fait à vue. Un enfant de 10 ans peut apprendre à les remplir aussi vite qu'il peut écrire. Et ça donne un sentiment, quelque chose d'assez, je dirais, un certain plaisir, même si on n'a rien fait d'original, même si on est content de suivre la recette. Construire ce carré magique, on se dit qu'il y a quelque chose d'assez étonnant là-dedans. Je fais ça des fois à des élèves d'école primaire quand je leur fais des exposés. Je leur montre comment construire des carrés magiques. Et ils voient. Et puis je leur dis, un jour peut-être vous comprendrez les règles mathématiques qui sont derrière ça. Pour le coup, c'est évolué. Il faut connaître un peu d'arithmétique pour comprendre quel est le principe qui a abouti à la règle. Les carrés magiques, là aussi, ça traduit cette idée qu'il y a quelque chose d'un peu magique derrière le pouvoir mathématique. Et puis, si on cherche à généraliser en se disant qu'on peut aussi le faire selon d'autres géométries que le carré, là, on se retrouve avec des surprises comme ceci. Vous avez en face de vous le seul hexagone magique qui existe. Des carrés magiques, on peut en faire de toutes les tailles, sauf 2x2. Vous pouvez faire des carrés magiques 3x3, 4x4, 5x5, 17x17 si vous voulez. Les carrés d'ordre impair sont faciles à faire, les carrés d'ordre pair sont plus difficiles à réaliser. Mais si vous passez à des hexagones, il n'y en a qu'un. C'est lui. Alors, 3 plus 17, ça fait 20. 20 plus 18, 38. 18 et 11, ça fait 29. 29 et 9, 38. 9 et 6, 15. Et 5, 20. Et 2, 22. Et 16, 38. Et ainsi de suite. Quelle que soit la ligne que vous prenez là-dedans, ça fait 38 à la fin. Alors, il a été découvert plusieurs fois dans l'histoire. Et à chaque fois, les mathématiciens qui l'ont découvert se sont dit qu'ils avaient mis le doigt sur quelque chose d'extraordinaire. Là encore, on a la sensation, en tout cas, ils ont eu la sensation qu'il devait y avoir la révélation d'un ordre cosmique derrière, quelque chose d'un message important. Ça paraissait naïf, mais c'est toujours le même principe. Un dernier exemple pour illustrer le pouvoir mathématique et quelque chose qui va être important pour l'exposé qui va suivre. On va se mener petit à petit, arriver petit à petit à parler de choses liées à la Terre ou des planètes. Parlons d'ordre de grandeur. Quelque chose d'important en mathématiques, c'est que ça se moque des ordres de grandeur qui soient accessibles ou pas à l'intuition. Nous, on vit à une certaine échelle. Quand c'est très très petit ou très très grand, on est désemparé. C'est pas dans notre échelle, ça sort de notre intuition. La Terre, c'est quelque chose de monstrueusement grand. Mais on arrive à se faire une certaine idée de la taille de la Terre. On arrive à voyager autour de la Terre en quelques jours. On peut sentir les effets de la taille de la Terre dans notre corps quand on passe d'un pays à l'autre et qu'on a le décalage horaire. En revanche, si vous essayez de vous représenter la taille de Jupiter, là, c'est beaucoup plus délicat. Ça, c'est Jupiter. Ça, c'est la Terre. Ici, on le distingue à peine. Il y a un grand ouragan qui sévit à la surface de Jupiter, aussi grand que la Terre, quoi. C'est vous donner c'est vous dire la taille de la bête ici. Pour ce qui est d'avoir l'intuition de la taille de Jupiter, là, c'est beaucoup plus délicat. Et encore,
c'est rien Jupiter par rapport au Soleil. Ça, c'est la Terre, là, que vous voyez le petit point au bout de la flèche. Ça, c'est le Soleil à l'échelle. Se représenter la taille du Soleil, là, pour le coup, c'est inaccessible à notre intuition. Et encore, le Soleil n'est pas une grande étoile. Si vous comparez le Soleil à une vraiment grande étoile comme Arcturus, ben là, c'est vertigineux. À cette échelle-là, la Terre est devenue invisible carrément. Essayez d'imaginer. Et encore, Arcturus, ce n'est pas une très grande étoile. Si vous comparez Arcturus à Antares, là, vous êtes vraiment dans quelque chose de phénoménal. Là, le Soleil, c'est le petit pixel, là, qui est au bout de la flèche blanche. Même Jupiter est invisible à cette échelle. Alors, essayez un peu, mais simplement, ça dépasse l'entendement. Pourquoi je vous montre tout ça ? Pour vous rappeler une morale importante dont on peut s'émerveiller. Ces étoiles-là, comme Antares, sur laquelle personne n'ira jamais, situées à des distances phénoménales, avec une échelle de taille qui est simplement impossible à envisager pour notre cerveau limité, eh bien, en mathématiques, on arrive à la gérer sans problème. On arrive à calculer très précisément la trajectoire d'Antares. On arrive à déterminer très précisément comment va évoluer notre galaxie, qui est faite de quelques centaines de milliards d'étoiles. Et peu importe les ordres de grandeur pour ces calculs, les équations n'en ont que faire. En mathématiques, vous arrivez à gérer des choses qui sont au-delà de votre domaine d'intuition. Et des fois qui vont au-delà de votre domaine d'intuition, même si vous êtes le meilleur physicien qui soit. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça s'est développé de manière extrêmement puissante. Il y a quelque chose d'extraordinaire, hein, réfléchissez-y. Au lycée, vous apprenez à calculer la trajectoire d'une planète autour du Soleil ou des choses comme ça. Mais c'est incroyable, quoi. Vous faites juste des petits calculs sur votre feuille de papier et ça détermine la trajectoire d'astres qui sont aussi lointains et aussi étranges que les planètes, aussi étrangers si l'on veut. Voilà. Alors, avec tout ça en tête, le pouvoir mathématique dans ce genre de questions, il est normal qu'on ait fait appel aux mathématiciens à diverses époques pour répondre à des questions sur l'univers qui nous entoure. Des questions comme l'âge de la Terre, le devenir du système solaire, le devenir de la galaxie. Chacune de ces questions, d'ailleurs, représenterait une conférence en soi. On va se concentrer aujourd'hui sur la première question, l'âge de la Terre, une question qui importe aux gens souvent, mais plutôt par curiosité, ou parce que ça renvoie à la question des origines, question du sens, d'où venons-nous, et ainsi de suite. La première tentative sérieuse de déterminer l'âge de la Terre, par un raisonnement réfléchi, on la doit à James Ussher, le chef de l'église anglicane irlandaise, au milieu du XVIIe siècle. Ussher, un intellectuel très respecté, s'était mis en tête de calculer l'âge de la Terre en utilisant la seule source d'information qu'il jugeait digne de foi, à savoir la Bible. Ou plutôt les Bibles, parce que il n'y a pas une seule version de la Bible. Quand vous regardez les versions anciennes, différentes langues, vous trouvez différentes versions. Et donc, il a fait un gros travail de comparaison, on pourrait dire de comparaison, de mise en perspective des différentes versions. Il est arrivé à établir une chronologie qui, dans certains cas, fait toujours foi, et qu'il faisait aller jusqu'à l'origine du monde, donc la création. Ussher en déduit ainsi que la Terre a été créée en 4004 avant Jésus-Christ. Ouais, j'ai entendu quelques petits rires. Si on veut être un peu cruel, on pourrait dire que le premier chiffre est bon, le 4, mais qu'après, c'est pas le bon nombre de zéros. L'âge de la Terre, combien à peu près ? Plus fort ? Ouais, 4 milliards et quelques. Mais évidemment, ça serait pas juste de se moquer comme ça. Ussher, il a fait du mieux qu'il pouvait avec les règles qui s'étaient fixées. Et la règle, c'était chercher la solution dans un texte sacré. Là, on est au milieu du XVIIe siècle. Presque au même moment, Isaac Newton découvre la loi de la gravitation universelle.
à peu près 1665. Il le publie seulement 20 ans plus tard. Et c'est une révolution scientifique, c'est emblématique de toute la science. Il montre comment on peut mettre en équation le système solaire, mettre en équation les planètes dans le système solaire. Il obtient ainsi les équations différentielles et l'idée même qu'avec des équations qui portent sur des variations, des équations différentielles comme on dit, on va pouvoir prédire le cours des phénomènes physiques. C'était une idée révolutionnaire. Il partage cette gloire avec Leibniz. Voici l'ouvrage qu'il a publié donc dans les années 1680. Vous notez que tous les mots sont importants et révélateurs. Philosophie, naturel, principe, mathématiques. Ça parle de mathématiques et de principes. Il s'agit d'aller chercher les lois fondamentales qui régissent les choses. On parle de la nature. Et en même temps, c'est de la philosophie au sens où il s'agit de comprendre l'univers. Et dans cet ouvrage, Newton développe une vision très différente, l'idée qu'on va découvrir des choses en les mettant en équation. On avance dans le temps maintenant, après Usher, et on arrive à Buffon. Buffon était l'administrateur du Jardin des Plantes. Il a aussi été l'auteur d'un ouvrage d'histoire naturelle qui a été un très grand succès, au-delà des scientifiques aussi. Avec Buffon, on est dans une démarche radicalement différente de celle d'Usher. Comme on le voit ici, son texte, c'est par des expériences fines, raisonnées et suivies que l'on force la nature à découvrir son secret. Toutes les autres méthodes n'ont jamais réussi. Vous voyez ici l'idée qu'on ne va pas chercher la réponse dans un texte, on va interroger directement la nature, faire des expériences pour obtenir des conclusions. Alors, entre parenthèses, Buffon a laissé son nom à une célèbre expérience mathématique, dite l'aiguille de Buffon. Vous prenez un parquet avec des lames, donc des rainures, et vous lâchez une aiguille sur le parquet. Vous la lâchez beaucoup de fois, mettons des milliers de fois, voire des millions de fois, et puis vous vous demandez quelle est la proportion de fois que l'aiguille va rencontrer une rainure. Vous pouvez faire l'expérience chez vous si vous avez un parquet et des aiguilles. Il faut que l'aiguille ait la même dimension que l'écartement entre les lames de parquet. Sinon, il faut changer un peu la conclusion. Conclusion, 2 sur pi. En gros, 2/3 des fois, l'aiguille rencontrera une rainure. Ça marche pas bien si vous lancez l'aiguille toujours pareil, et ça marchera bien si vous lancez l'aiguille vraiment n'importe comment. Vous la lancez en l'air, en bas, vous la faites tournoyer, etc. Et vous pouvez faire les statistiques. Plus vous faites l'expérience au hasard, et meilleur sera le résultat à la fin. C'est un exemple qui montre comment des lois statistiques implacables peuvent venir s'inviter dans un phénomène qui semblait régi par le hasard. Notez que pi apparaît dans ce problème de probabilité qui traduit la nature géométrique du problème avec des lignes qui se croisent, et on est là dans une sorte de croisement entre la géométrie euclidienne et les statistiques. Alors revenons à Buffon et l'histoire de la Terre. Bon, alors Buffon en 1779 publie un ouvrage qui s'appelle Les époques de la nature, où à la suite de Newton, Leibniz et Descartes, il parie sur un cœur en fusion et une Terre sphérique refroidissant depuis sa création. Alors pourquoi diantre tous ces braves gens avaient en tête que le cœur de la Terre était en fusion? Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? L'enfer, c'est une bonne idée. Quoi d'autre? Les volcans, très bonne idée. Volcan, vous avez quelque chose qui remonte du sous-sol et puis c'est en fusion. Est-ce qu'il y avait d'autres indices? En tout cas, qu'au centre de la Terre, c'est très chaud. Les autres planètes, on ne savait pas trop. À cette époque-là, c'était vraiment embryonnaire. On ne savait pas trop ce qu'on pouvait y faire. Il est vrai qu'il y a un volcanisme très intense sur certaines planètes. Il est vrai qu'il y a les questions de refroidissement sont importantes dans les théories modernes de création des planètes, mais à l'époque, on n'en était pas là. Les températures? Dans les mines, très bien. Et très bien, même si on ne peut pas aller au centre de la Terre, on peut descendre. De la même façon qu'on peut monter en montagne et on voit que l'air refroidit, au fur et à mesure qu'on monte, quand on descend dans une mine, ça se réchauffe au fur et à mesure. Au sein d'une mine, il peut faire une température étouffante.
On le voit dans certains romans qui se passent dans des romans de Zola, par exemple, qui se passent dans les mines. Mais on a pu le voir un peu partout dans le globe terrestre. Chaque fois qu'on a creusé profond et qu'on est descendu, on a vu que la température augmentait. Et la façon dont la température augmente, disons l'ordre de grandeur, c'est à peu près le même un peu partout sur Terre. D'où l'idée que finalement la Terre c'est très chaud au centre, plus froid à l'extérieur, et que c'est un peu comme un beignet que vous sortez du four, qui a eu le temps de refroidir superficiellement. La croûte est froide, vous croquez dedans, vous vous brûlez parce que l'intérieur est resté chaud. L'intérieur reste chaud plus longtemps que l'extérieur. Et donc la Terre, ça serait comme ça. Ça a commencé en fusion, et puis ça s'est refroidi. Il y a eu une solidification à l'extérieur, une croûte, et puis le reste est resté quand même extrêmement chaud. C'est l'idée que développe Buffon. Alors Buffon va appliquer sa méthode, mais comment faire des expériences sur la Terre? C'est pas commode, c'est grand. Il se dit, on va extrapoler. On va prendre un petit boule de fer, il la laisser refroidir, une grosse boule de fer, la porter à blanc, la faire refroidir, et ainsi de suite. Et on va extrapoler ensuite, chercher une loi mathématique qui régit le temps de refroidissement de ces différents corps, et l'extrapoler pour avoir le temps de refroidissement de la Terre entière. Bon, c'était pas mal comme démarche, mais assez imprécis quand même. Pour extrapoler, souvent, il faut avoir une grande force de conviction. Qui dit que les lois qui régissent la Terre entière sont les mêmes que celles qui régissent une petite boule? Peut-être qu'il y a des phénomènes qui marchent pas bien. Et au suite de longs calculs et d'expériences, Buffon obtient un âge de la Terre d'environ 75 000 ans. On est un peu déçus. Mais bon, on se dit que c'est déjà... on a gagné 1-0 par rapport à l'estimation de Cher. Lisons Buffon dans le texte. En supposant, comme tous les phénomènes paraissent l'indiquer, que la Terre ait été autrefois dans un état de liquéfaction causé par le feu, il est démontré par nos expériences que si le globe était composé entièrement de fer ou de matière ferrugineuse, il ne se serait consolidé jusqu'au centre qu'en 4026 ans, refroidi jusqu'au point de pouvoir le toucher sans se brûler qu'en 46 991 ans, refroidi au point de la température actuelle qu'en 100 696 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que si vous mettez des chiffres comme ça, dans un devoir de physique, en réponse à une question, on vous comptera faux, même si ce que vous avez recopié, c'est bien ce qui est sorti de votre calculatrice. Pourquoi? Plus fort? C'est trop précis. Trop de chiffres significatifs, et c'est une faute dans un devoir dans une application numérique, d'annoncer plus de chiffres significatifs que vous ne pouvez en justifier. Alors là, quand on regarde les conditions de son expérience à Buffon, on se dit que s'il a l'ordre de grandeur avec un facteur 2, c'est déjà bien. On serait déjà content d'avoir un chiffre significatif. Lui, il nous en met 6, 100 696 ans. 6 chiffres significatifs, évidemment, c'est une faute grave. Du moins, aujourd'hui, on le perçoit comme une faute grave. On peut se demander pourquoi Buffon a fait comme ça, je ne sais pas trop. Peut-être c'était, comme souvent, pour impressionner les gens. Souvent, on annonce plus de précision qu'on a pour faire croire qu'on a une théorie précise. Alors qu'en fait, souvent dans les statistiques, quand vous voyez des gens dans des débats qui se balancent des statistiques précises à la tête, ça fait partie de ça. Alors, en privé, Buffon penche pour plusieurs millions d'années sur des raisonnements géologiques. Mais ça, il ne l'écrit pas. Pourquoi? Église. Déjà, 75 000 ans, ça pose problème. Il est obligé de dire, de faire le genre de périphrase habituelle. Je sais bien que la Terre a été créée en 4004 avant Jésus-Christ, mais jouons à un jeu, regardons un peu quel âge de la Terre on pourrait calculer si c'était soumis aux mêmes lois qu'une boule de fer et tout ça, en faisant semblant que c'est un jeu. Alors, Buffon s'arrête là, et on va encore avancer dans le temps, pour arriver maintenant à Fourier. Là, il s'est pas passé beaucoup de temps, mais on est passé de l'Ancien au Nouveau Régime en un certain sens. Nous voici avec Fourier, préfet de l'Isère sous Napoléon. Napoléon qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises dans la présentation de l'Institut. Fourier, c'est un personnage remarquable, un très bon scientifique de premier ordre, ainsi qu'un excellent politique, un excellent administrateur. Il a été préfet de l'Isère.
C'est l'exemple parfait du scientifique qui est un bon administrateur aussi, un bon politique. L'autre exemple encore plus parfait étant Napoléon, comme on le disait tout à l'heure. Un exemple calamiteux, en revanche, de la même époque, c'est Laplace. Laplace, un des plus grands mathématiciens de son époque, qui a été brièvement ministre sous Napoléon, puis qui a été remercié avec le commentaire de Napoléon qu'il s'agissait là de quelqu'un qui voulait insuffler l'esprit de l'infiniment petit jusque dans l'administration. Alors Fourier, lui, il travaillait pas dans l'infiniment petit, au contraire, c'était des grands travaux, il menait des grandes campagnes d'assainissement, et puis en mathématiques, c'était aussi du genre révolutionnaire. En 1822, il écrit l'un des ouvrages les plus importants du XIXe siècle, la théorie analytique de la chaleur, dans laquelle il s'occupe de mettre en équation les transferts de chaleur. Et il y développe une idée remarquable. N'importe quel signal périodique, n'importe quelle fonction, on va dire, qui se répète, peut être décomposée en superposition de sinus et de cosinus. Fonction sinus, on sait ce que c'est, une projection d'un angle. Et voici une fonction sinus. En voici deux autres. Si on fait varier l'amplitude et la fréquence, on a ainsi une famille à deux paramètres, on peut dire, de fonctions. Des fonctions qui se ressemblent toutes. Et ce que Fourier dit, c'est à partir de ces fonctions, on peut écrire n'importe quelle autre fonction. C'est comme si on avait un alphabet dans lequel on pouvait écrire toutes les fonctions, si complexes soient-elles. Par exemple, un signal en dents de scie va se représenter comme une famille, la somme d'une famille infinie de fonctions sinus. Quand on fait varier les périodes, le sinus a une période égale à quoi ? 2π, très bien. Donc ici c'est 2π, ici c'est 2π sur 3, ici c'est 2π sur 5, ici c'est 2π sur 7, donc on fait varier la période, ainsi. Et puis on fait varier l'amplitude, ici l'amplitude ça va être 1, ici ça va être moins 1 sur 9, ici 1 sur 25 et ainsi de suite. Et comme ça, en combinant ces signaux élémentaires, on arrive à un signal avec des dents de scie qui pourtant semblent bien différents des signaux sinusoïdaux qu'on avait. Voici un autre exemple, vous avez un signal un peu quelconque que j'ai obtenu simplement en ajoutant 4 fonctions sinus d'amplitudes et de périodes différentes. Donc Fourier, il s'intéressait à ça. Il s'intéressait à ça pour développer sa théorie de la chaleur. C'était l'un des piliers de son travail. Le deuxième pilier du travail de Fourier, c'était les équations aux dérivées partielles et particulièrement celle qui régit la chaleur. Alors les équations aux dérivées partielles, qu'est-ce que c'est ? En voici. Les équations aux dérivées partielles, regardez, ce sont tous ces objets que vous pouvez prendre de manière purement impressionniste, en admirant les pleins et les déliés et tout ça, dont chacun régit un phénomène naturel. Celui-ci, c'est l'équation de Boltzmann. J'ai fait ma thèse dessus. Je la trouvais pas très engageante au début. La première fois que mon patron de thèse me l'a montrée, elle l'a écrite en me disant que j'allais passer quelques années à travailler là-dessus, je me suis dit qu'il était peut-être temps de changer de patron de thèse. Et pourtant, ça s'est très bien passé. Je suis tombé amoureux de l'équation, comme ça arrive quand tout se passe bien, au cours de ma thèse. Cette équation de Boltzmann, elle décrit le mouvement des gaz raréfiés, l'évolution des gaz raréfiés. Par exemple, vous voulez savoir quel est le trajet de l'air autour d'une aile d'avion, où sont les zones de haute pression, de basse pression. C'est cette équation-là que vous allez résoudre, que vous allez simuler pour comprendre où sont les tensions qui s'exercent sur votre aile. Elle est liée aussi à la flèche du temps, elle est fondamentale en physique théorique. Par exemple, pour réfléchir à la question, qu'est-ce qui fait que quand vous regardez un gaz, quand vous laissez un gaz évoluer tout seul dans une boîte, il va spontanément vers un état de désordre maximal, comme on dit. Donc ça, c'est l'équation de Boltzmann, ça parle de gaz. Si vous préférez les étoiles, la voici, votre équation. L'équation de Vlasov-Poisson qu'on va résoudre pour déterminer l'évolution d'une galaxie sur des millions ou des milliards d'années. Elle est aussi utilisée par les physiciens des plasmas.
Et puis, à beaucoup plus basse échelle, au lieu de l'infiniment grand, voici l'infiniment petit, l'équation de Schrödinger. Alors là, vous la voyez peut-être mal au fond, hein. Équation de Schrödinger, qui, elle, va régir l'évolution le comportement d'un atome. Un atome d'hydrogène, par exemple. Comment il évolue. Cette équation, je l'ai prise en photo sur une sculpture que certains d'entre vous, à coup sûr, voient régulièrement. Vous avez idée de où ça se trouve ? Station de métro Châtelet-Les Halles, une grande sculpture sur l'énergie. Si vous vous approchez, vous verrez que ici il y a l'équation de Schrödinger. Et ici, il y a le principe d'incertitude de Heisenberg. Et tous les jours, des centaines de milliers de personnes passent devant sans les remarquer. Un peu comme une métaphore que tous les jours, autour de nous, les phénomènes sont régis par des équations dérivées partielles dont nous n'avons pas connaissance. Cette équation de Schrödinger, donc, c'est elle qui régit le comportement de chacun des milliards d'atomes qui nous constituent. C'est vertigineux. Alors, si on veut revenir à des choses plus classiques, plus terre-à-terre, plus familières, on va parler de fluides. Et voici les deux équations les plus célèbres dans la mécanique des fluides. Ici, l'équation d'Euler, qui date du milieu du XVIIIe siècle. La première tentative de mettre en équation le mouvement de l'eau dans une rivière, par exemple. Une équation qui décrit le comportement des vitesses dans un fluide supposé incompressible et parfait au sens où il n'y a pas de viscosité, pas de frottement interne. Et Euler l'a développé au moment où il travaillait sur un problème d'hydraulique, il a un problème de fontaine à faire fonctionner. Il n'a pas réussi à faire fonctionner sa fontaine, mais il a donné le coup d'envoi d'une grande aventure qui a continué avec d'autres équations comme celle-ci, qui font intervenir la viscosité, la compressibilité. Des équations qui sont utilisées aujourd'hui tous les jours à travers la planète pour toutes sortes de choses. Pour prédire le temps qu'il va faire. C'est ça qu'on utilise parce que c'est avant tout une question de mécanique des fluides, les mouvements des grandes masses d'air. Pour faire des films, quand vous regardez Le Seigneur des Anneaux ou Titanic ou tout autre blockbuster dans lequel il y a des effets spéciaux qui font intervenir de l'eau, c'est toujours réalisé en résolvant des équations mathématiques. De sorte que l'industrie hollywoodienne est l'un des plus gros consommateurs de mathématiques au niveau industriel dans tous les États-Unis. Et puis, toutes sortes de problèmes liés à la navigation, liés à l'aéronautique, vont faire intervenir ces équations de mécanique des fluides. Entre parenthèses, ce sont des équations qui sont beaucoup plus mal comprises que l'équation de Schrödinger. On comprend mieux le comportement d'un atome que le comportement d'une mer. Et puis, au-dessus, ici, une incursion dans le domaine de la biologie, les équations de réaction-diffusion, mêlant des réactions chimiques avec diffusion des particules, des équations que le mathématicien anglais Alan Turing, l'un des pères fondateurs de l'informatique, a utilisées pour tenter de comprendre la création des taches ou des rayures sur les pelages des animaux. C'était le début de ce qu'on appelle la morphogénèse, l'étude de la création des formes et des motifs. Voilà, donc des équations qu'on va utiliser dans tous les domaines. Je ne passe pas les autres en revue, une action utilisée en finance, une action utilisée en acoustique, et ainsi de suite. Alors, dans le cas qui nous intéresse, Fourier, il ne s'intéressait pas à toutes ces équations dérivées partielles. Celle qui était importante pour lui, c'était l'équation de la chaleur. En 1811, il l'écrit, et il s'agit de mettre en équation le refroidissement des corps. Refroidissement, donc température. La température, elle varie au cours du temps. Peut-être ça se réchauffe quand le temps passe ou ça va refroidir. Mais elle varie aussi en fonction de la position. Si vous déplacez vers le nord, peut-être que la température va augmenter ou diminuer, ou vers l'est ou vers l'ouest. Donc vous avez une fonction température qui dépend de temps et 3 variables de position, si c'est dans l'espace que votre problème est posé. 4 variables. On va écrire une équation aux dérivées partielles, une équation sur les variations de la fonction par rapport à ces 4 variables. Les variables de position,
peut-être que vous avez un problème qui est juste unidimensionnel, hein. Une barre de métal, disons, on ne va pas tenir compte de l'épaisseur de la barre de métal et juste imaginer que c'est comme une ligne. Et donc, dans ce cas, votre variable de position, ça va juste être un nombre qui vous dit à quelle distance vous êtes de l'extrémité. Si en revanche, vous avez une plaque de métal, votre variable de position, ce sera deux nombres abscisses et ordonnées, par exemple, qui vous donnent la température en un point repéré par abscisse et ordonnée. Et puis, si vous vous intéressez à un solide de 3 dimensions, comme par exemple la Terre, il vous faudra 3 coordonnées pour repérer la position au sein de ce solide. Alors, à gauche, ici, vous avez la dérivée en temps. Dérivée, c'est comme un taux d'accroissement. C'est selon si vous avez un phénomène qui gagne 1% en une unité de temps, eh bien, on va dire qu'on a une dérivée qui est de 1%, 1 centième. Et si ça perd 1%, eh bien, la dérivée, ce sera moins 1 centième. Donc c'est un nombre qui vous dit quelle est la tendance par rapport au temps. Est-ce que la température a tendance à augmenter ou à diminuer et à quelle vitesse? C'est cela que vous dira le membre de gauche. Et puis, au membre de droite, vous avez aussi une dérivée, mais cette fois, c'est par rapport à la position. Est-ce que ça varie quand on va de la gauche vers la droite, par exemple? Est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue? Si ça augmente, la tendance est positive. Si ça augmente de, allez, disons 1 degré en 1 centimètre, eh bien, on va dire que la dérivée est égale à 1. Si ça augmente pas, la dérivée sera égale à 0. Si ça diminue de 2 degrés, eh bien, la dérivée sera moins 2. Et ainsi de suite. Et puis, au membre de droite, vous avez ici une dérivée seconde. Ici, le fait qu'on a mis ici une dérivée par rapport à x et ici une autre dérivée par rapport à x, ça veut dire qu'on regarde la dérivée seconde. Alors, ici, mettons que le profil de température soit cette fonction. Vous regardez la pente, c'est la valeur de la dérivée, le coefficient de la pente. Ici, c'est positif, ici, c'est négatif, ici, c'est 0. Et vous retracez sur un graphe toutes les valeurs de la pente. Par exemple, ici, on passe par 0 au moment où la pente est nulle. Et vous pouvez reprendre la pente de la pente. Et ça vous donne la dérivée seconde. Les dérivées secondes, ça peut paraître sophistiqué, mais c'est quelque chose qui nous est familier. Les variations des variations. Pourquoi? Ouais, les accélérations, très bien. Parce que une vitesse, c'est la tendance d'une position, la variation de la position, c'est la vitesse, et la variation de la vitesse, c'est l'accélération. Et l'accélération, c'est ça qu'on sent. Quand quelqu'un vous pousse, il agit sur vous en modifiant votre accélération. L'accélération va être égale à la force que vous recevez, les lois de Newton. Donc, cette variation de variation, c'est quelque chose qui finalement nous est encore familier. Et donc, l'équation de la chaleur, elle dit exactement ça. La variation temporelle est proportionnelle à la variation de la variation spatiale. Et il y a un coefficient entre les deux. On va l'appeler conductivité. En fait, il est proportionnel à la conductivité. C'est un coefficient qui traduit le fait que les matériaux ne sont pas tous les mêmes, que dans certains matériaux, la chaleur peut varier très vite, ça va refroidir très vite. Dans d'autres matériaux, ça va refroidir très lentement. Et plus la conductivité est élevée, plus le matériau va refroidir vite. Et bien voilà, vous avez vu votre première équation aux dérivées partielles, qui lie une variation par rapport au temps avec une variation par rapport à l'espace. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on va la résoudre, on va voir ce que ça fait. Alors, prenons un petit moment pour regarder ce qui se passe quand on résout cette équation. Quelques simulations numériques simples fournies par mon collègue lyonnais Francis Filbé. Regardons ici un profil de température initiale. Mettons qu'on ait une barre de métal. Ici c'est chaud, ici c'est froid, ici c'est très chaud, ici c'est tiède. Ok ? Donc c'est un graphique qui vous dit en fonction de la position, quelle est la température. On chauffe au départ la barre de métal et puis on la laisse refroidir, on la laisse libre à elle-même. Regardez ce qui va se passer et comment va évoluer le profil des températures. Ok ? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ouais? Plus vite, plus fort?
La courbe a tendance à se lisser, exactement. Au début, il y a des pointes. Et juste après, ça s'érode. On parle du pouvoir régularisant de l'équation de la chaleur. C'est extrêmement étudié. Cette érosion, est-ce qu'elle touche tout le monde uniformément ? Qu'est-ce qui est touché le plus vite ? C'est les pointes les plus hautes. Regardez comme la pointe qui est la plus haute ici diminue d'un coup. Toutes les pointes diminuent, mais la pointe la plus haute subit les effets les plus drastiques. Est-ce que globalement ça refroidit ? Vous êtes d'accord ? Est-ce que tous les points refroidissent ? Regardez le point le plus froid ici et regardez sa trajectoire temporelle. Voilà. C'est seulement maintenant qu'il commence à refroidir, vous voyez ? Qu'il a commencé par se réchauffer. C'est pas homogène donc comme mouvement. L'équation de la chaleur permet de prendre en compte cette variation d'un point à l'autre. Est-ce que le mouvement est rapide ou lent ? Est-ce qu'il est uniformément rapide ? Au début, il est rapide, ensuite il est lent. On va regarder le film à l'envers pour s'en convaincre. On est toujours plus sensible à quelque chose qui accélère qu'à quelque chose qui ralentit. Regardez comme on va avoir une accélération. Ce sont tout ce genre de choses qu'on peut étudier quand on fait des équations de dérivées partielles. À quelle vitesse ça évolue ? Comment est-ce que la régularité est influencée ? Est-ce que quelque chose c'est rugueux ou est-ce que c'est lisse ? Quel est le mouvement d'ensemble des points ? Voilà tout ce qu'on peut faire. C'est le début de tout plein d'investigations. Et vous trouvez des gens comme moi, spécialistes d'équations et dérivées partielles. De cette équation, de beaucoup d'autres, sont tellement vastes que souvent les gens sont spécialistes d'une partie seulement de ces équations et dérivées partielles. Alors, regardons un autre exemple, où maintenant on va prendre un disque de métal. Un disque de métal, et regardez, on va le chauffer au départ. En hauteur, là, on met la température. Ici, ça veut dire que c'est chaud. Et puis, on va le laisser refroidir. Au début, il est uniformément chauffé. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a en tête, en fait, plutôt qu'un disque ? Hein ? Qu'est-ce qu'on voudrait faire pour répondre à la question ? Une sphère, une boule, comme la Terre. Mais on ne pourrait pas faire de diagramme si c'était déjà trois-dimensionnel l'espace sur lequel on travaille. Donc à la place, on va se mettre en 2 dimensions, mais imaginez que ça, c'est un peu comme si je regardais les températures de la Terre comme une boule qui refroidit. Regardez comment ça fait. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? D'abord, qu'est-ce qui refroidit le plus vite ? Le bord. Alors que le centre reste chaud, comme on s'y attendait. On retrouve par le calcul ce qu'on a l'habitude de constater. Ensuite, on a vu le même phénomène de décélération. Si je regarde le film à l'envers, on va avoir l'impression d'une accélération. On a aussi vu le même phénomène d'érosion, n'est-ce pas ? Au début, on avait une falaise parfaitement abrupte et juste après, on a une pente qui est lisse. Alors, c'est ça le raisonnement que fait Fourier. Même s'il n'a pas d'ordinateur, il comprend qualitativement comment va être la courbe et il comprend qu'il peut faire des calculs là-dessus. Ce qui l'intéresse tout particulièrement, c'est ça là, la pente. Pourquoi ? Parce que comment mesurer la température au centre de la Terre ? N'y comptez pas. Mesurer la température à la surface de la Terre, ça on connaît, mais ça ne va pas nous donner beaucoup d'informations. En revanche, on peut mesurer la pente à la surface de la Terre. On descend dans une mine, on regarde quelle est la vitesse d'augmentation de la chaleur, et ça va nous donner accès à cette pente qui est là. Et remarquez que la pente varie au cours du temps. Plus on avance dans le temps, plus la pente est basse. Plus on recule dans le temps, plus la pente est élevée. Et donc voici le raisonnement que fait Fourier. Je vais calculer en fonction du temps la valeur de la pente, et après j'inverserai ça, et j'aurai le temps en fonction de la valeur de la pente.
Et voyez la différence. On a vu d'abord Usher, on cherche la solution dans un livre, puis Buffon, on cherche la solution en faisant des expériences, puis Fourier, on met le problème en équation, on compare l'équation au résultat. On va vers du plus fondamental à chaque fois, en un certain sens. Alors, voici donc le raisonnement que fait Fourier, et la conclusion, si la pente est abrupte, si la pente qu'on mesure est abrupte, la Terre sera jeune, si la pente est faible, la Terre est vieille. Hein, il était malin. Alors en avant. Fourier n'a pas d'ordinateur, je vous le disais. Mais parfois on peut résoudre l'équation de la chaleur exactement en supposant que la courbure de la Terre est négligeable. Alors vous dire c'est un peu dur à avaler ça, la Terre n'est pas plate. Mais pour ce problème, ça change quasiment rien. En supposant que la courbure de la Terre est négligeable, qu'il n'y a pas de source de chaleur à l'intérieur, ben oui, sinon ça mettrait tout le raisonnement par terre, que la Terre est une boule solide uniforme, que la température est uniforme au départ, que la température est uniforme à la surface, alors on voit que la température dépend seulement de deux paramètres, le temps et la profondeur. On va mettre le tout en équation et on peut calculer le taux d'augmentation de la température à la surface. Voici la façon dont on le met en symbole, disons, ce problème mathématique, et voici le résultat final. Gamma, le gradient de température, comme on dit, la vitesse d'augmentation de la température à la surface, est égal au quotient de T0 moins TE, température initiale moins température extérieure, par racine carrée de pi fois C fois T. C'est le coefficient qu'il y avait tout à l'heure, conductivité thermique ou quelque chose dans ce genre, en tout cas une propriété du matériau. T, c'est le temps qui s'est écoulé. Pi, c'est 3,14. Voilà. À partir de là, comme on peut mesurer tout sauf le temps, eh bien le temps, ça va se déduire des autres paramètres. Temps égale 1 sur pi fois c multiplié par le carré de T0 moins TE sur gamma. Et Fourier arrive à cette belle formule en 1820. Et qu'est-ce qu'il en conclut? On voit donc, avec cette formule, on verrait donc que la Terre a été conçue il y a un grand nombre de siècles. Paf, il s'arrête là. Alors, on se demande pourquoi il ne fait pas l'application numérique. Peut-être qu'il n'avait pas confiance dans les valeurs numériques qu'il avait à disposition. Peut-être aussi, ce qui serait très malin de sa part, il s'est dit, moi je ne suis pas totalement convaincu que ma méthode s'applique bien. Si je mets un chiffre maintenant, les gens vont retenir seulement le chiffre. Tandis que si je ne mets pas de chiffre, les gens vont retenir que c'est moi qui ai fait la méthode. La méthode, elle est maligne. Et au moins, on me souviendra pour ça. On se souviendra de moi pour ça. Si c'est le raisonnement qu'il a tenu, il a mis dans le mille. Parce que il y avait une chose trappe considérable dans le raisonnement. On va le voir tout à l'heure. En tout cas, il ne fait pas l'application numérique. Et il faut attendre longtemps avant qu'on la fasse. Voici l'homme qui va reprendre le flambeau de Fourier. William Thomson, anobli en Lord Kelvin, un physicien et lord anglais, né en Irlande, mort en Écosse, de sorte qu'on peut dire aussi bien qu'il est un grand physicien irlandais ou écossais ou anglais. Après la mort de Maxwell, Kelvin devient le physicien le plus en vue de son époque, avec beaucoup d'accomplissements extraordinaires. On lui doit un théorème de Kelvin en mécanique des fluides, une transformée de Kelvin qui joue un rôle important dans certaines équations de la physique mathématique. On lui doit le mot énergie cinétique, c'est lui qui l'a introduit. On lui doit l'étude de certaines instabilités qu'on retrouve par exemple dans la forme de certains nuages. On lui doit la première étude sérieuse des échanges d'énergie et de température, la thermodynamique. En son honneur, on a nommé l'unité de température qui sert aux scientifiques le Kelvin. Et on dit parfois que c'est le plus grand hommage qu'on puisse faire à un scientifique que de le transformer en nom commun. On lui doit aussi l'effet Joule-Thomson, qui est à la base, c'est le principe des frigos. Donc vraiment des choses fondamentales, des choses assez révolutionnaires. De nos jours, une marque de frigo haut de gamme s'appelle Kelvinator. Alors c'est pas mal aussi, comme destin transformé en une sorte de Terminator réfrigérateur ou quelque chose comme ça. Vous voyez, donc vraiment quelqu'un qui a fait un héritage dont on se souvient.
Et puis, c'était aussi un remarquable ingénieur. Il a réalisé avec son frère un analyseur harmonique, qui est une sorte de lointain ancêtre de nos ordinateurs, disons de la mesure automatique. Un analyseur harmonique qui faisait automatiquement ce rêve de Fourier, décomposer n'importe quel signal en sinusoïde. Et c'est lui qui a assuré personnellement le succès de l'expédition transatlantique, l'expédition qui était chargée de déposer un câble pour relier l'Europe aux États-Unis. Il fallait pour cela maîtriser les équations aux dérivées partielles et littéralement ça l'a rendu riche et célèbre puisque c'est à partir de ça qu'il a été anobli. Donc quelqu'un qui à la fois a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, comme on dit, un très habile ingénieur en même temps qu'un théoricien de premier ordre. Et Kelvin se passionne pour le problème de l'âge de la Terre qu'il va reprendre à partir des travaux de Fourier. Des travaux qui s'inscrivent dans une très ancienne quête, comme je vous en ai fait le portrait. Kelvin reprend le raisonnement de Fourier et cette fois va faire l'application numérique. Et Kelvin trouve, donc 40 ans après Fourier, alors dans un texte qui est intéressant de lire aussi, où on voit que les scientifiques utilisaient encore un style assez héroïque. Ils parlent d'un grand poème mathématique. Le but de la présente contribution est d'estimer, à partir de l'accroissement de la température de la Terre vers les profondeurs, la date initiale de ce consistentior status qui, d'après la théorie de Leibniz, est le début de tous les temps géologiques. Alors après tout ça, combien il va trouver ? Entre 40 et 200 millions d'années. Allez, disons 100 millions d'années. Alors, réaction, c'est pas mal, déjà 8 zéros. On s'approche. Il y a un progrès par rapport à Buffon. Eh bien, pas tellement. Le contexte scientifique avait radicalement changé depuis Buffon, et l'estimation de 100 millions d'années, elle n'a pas fait plaisir. Elle a posé des problèmes considérables aux géologues qui s'étaient habitués à l'idée que finalement, l'histoire de la Terre, c'était peut-être pas un événement catastrophique au départ, mais peut-être de très très longues variations. On appelait ça les théories gradualistes. Et ils s'étaient habitués à l'idée que la Terre était là depuis peut-être des milliards et des milliards d'années. Et ça les arrangeait d'une certaine façon pour construire les échelles géologiques. Et quand Kelvin trouve 100 millions d'années, ils font la grimace. Mais ils arrivent quand même à adapter leur échelle en disant bon, d'accord. En revanche, d'autres scientifiques qui faisaient la grimace et qui n'ont pas réussi à s'adapter, ce sont les évolutionnistes. Milieu du 19e siècle arrive la théorie de l'évolution, à coup sûr le plus grand chambardement scientifique du 19e siècle. Et ça leur posait un problème. Pour les évolutionnistes, il n'y avait pas assez de temps pour que la théorie de l'évolution des espèces puisse prendre place telle qu'elle était reconstituée par des gens comme Charles Darwin. Et donc vous avez une sorte de match de boxe. À ma gauche, Lord Kelvin, le physicien le plus respecté de son époque, son traité de philosophie naturelle, qui est un peu le nouveau Principia Mathematica façon Newton, écrit avec Tate. À ma droite, Charles Darwin, et puis de l'origine des espèces, l'ouvrage qui a fait couler le plus d'encre au XIXe siècle. Qui va gagner ? En 1893, Kelvin révise ses estimations et, prenant en compte tout ce qu'il peut comme dernier résultat, arrive à 24 millions d'années. Et nous sommes là face à une crise scientifique majeure. Même les géologues n'arrivent pas à suivre à 24 millions d'années. Donc il y a deux camps. D'un côté, les géologues et les biologistes, si l'on veut. De l'autre côté, les physiciens. Et entre les deux, le dialogue passe très mal. Écoutons ce que disent quelques-uns des protagonistes de cette dispute. Huxley, l'un des disciples de Darwin. La mathématique peut se comparer à un moulin d'une facture exquise qui peut moudre de la matière à n'importe quel degré de finesse. Cependant, ce que l'on en tire dépend de ce que l'on y a mis, et de même que le meilleur moulin du monde n'extraira pas de la farine de blé de cosses de petits pois, ainsi des pages de formules ne fourniront pas un résultat fiable à partir de données imprécises. C'est bien dit, hein ? C'est bien dit.
De nos jours, on a une formule lapidaire pour résumer ça, l'idée que même si votre modèle mathématique est super, si ce que vous avez comme donnée initiale est mauvais, votre résultat final sera mauvais aussi. On dit garbage in, garbage out. C'est le principe GIGO. G-I-G-O. Le débat dépasse la sphère scientifique puisque quelqu'un comme Mark Twain, le célèbre écrivain et humoriste américain, va s'en mêler avec cette citation: comme Lord Kelvin est la plus haute autorité scientifique vivante, je pense que nous devons nous incliner et accepter ses vues. Alors c'est dur de savoir ce qu'il avait en tête. C'est peut-être du 1er degré, peut-être du 2e degré, peut-être du 3e degré, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il était au courant de ce débat. Et puis d'autres scientifiques prennent parti d'un côté ou de l'autre. Pour compliquer les choses, il y a le propre neveu de Darwin qui a ses propres idées qui semblent contredire ce que pense son oncle. Et puis va être affecté par le débat, même l'Église, qui, après 15 années de discussion, décide d'abandonner l'estimation de 4004 avant Jésus-Christ. Alors, voilà, selon les audiences dans lesquelles je fais cet exposé, on a effectivement quelques petits rires, dire quand même, les gars, on est en train de discuter pour savoir si c'est 100 millions ou 100 ou milliards d'années, et vous en êtes là à abandonner les 4004 avant Jésus-Christ qui avaient établi dans les années 1650, et donc des gens qui se moquent, et dans d'autres contextes, des gens qui disent, ah ben ça montre que au moins ils sont capables d'évoluer contrairement à ce qu'on dit, et que le dogme n'est pas aussi figé que ça. Donc en tout cas, 4004 avant Jésus-Christ, à la fin du XIXe siècle, est abandonné officiellement par l'Église. Et puis ils se font à l'idée que finalement, le récit biblique de la création doit peut-être pas être interprété de manière littérale, mais peut-être de manière métaphorique. Kelvin argumente très mal. Et c'est l'exemple parfait du scientifique pris dans une controverse qui se comporte mal. D'abord, il donne son avis à coup sûr sur une question qui relève pas tellement de sa paroisse, si je puis dire, en disant qu'il est impossible qu'une hypothèse de conditions d'ensoleillement et tempêtes égales pendant 1 million d'années soit complètement vraie. Et puis, il se livre à l'invective pour ses adversaires. Il faut admettre que beaucoup de géologistes de l'école uniformitaire ont argumenté de manière particulièrement fallacieuse contre l'hypothèse de conditions violentes dans le passé. Il continue en donnant son avis sur un champ qui n'est pas le sien. J'ai toujours pensé que l'hypothèse de la sélection naturelle ne contient pas la vraie théorie de l'évolution, si évolution il y a eu en biologie. Kelvin, très religieux, était clairement influencé par ses convictions dans son travail et quelque part persuadé que grâce à l'équation de la chaleur, il avait réussi à démontrer que la création biblique était une réalité. Évidemment, ça paraît naïf rétrospectivement. On se souvient que c'était le plus grand physicien de son époque et que même les plus grands scientifiques ne sont pas à l'abri d'être influencés par leurs croyances, bien sûr. Voici une petite citation en anglais des preuves extrêmement puissantes de intelligent and benevolent design lie all around us, sont tout autour de nous. C'est ce qui vaut à Kelvin d'être brandi en étendard par le mouvement de l'intelligent design, mouvement pseudo-scientifique particulièrement actif aux États-Unis, qui entend donner des preuves que l'évolution a été téléguidée par une présence divine. Il faut bien s'entendre, il est possible de penser que l'évolution a été téléguidée par une main divine, c'est une position intellectuelle respectable, mais ce n'est pas une position scientifique. Et ce n'est pas quelque chose sur lequel on va expérimenter, chercher des preuves et des choses comme ça. Et Kelvin, avec ces phrases malheureuses, se retrouve maintenant caution scientifique, malgré lui, de ce mouvement. Donc Kelvin argumente mal, et en face, Darwin argumente bien. En ce qui concerne le fait que le temps écoulé depuis la consolidation de notre planète a été insuffisant pour la quantité de changements organiques que je suppose, et cette objection soutenue par Sir William Thomson est sans doute l'une des plus graves avancées jusqu'ici, je peux seulement dire d'abord que nous ne savons pas à quel rythme les espèces changent, et ensuite que de nombreux philosophes ne sont pas encore prêts à admettre que nous en savons assez sur la constitution de l'univers et sur l'intérieur du globe terrestre pour réfléchir avec sûreté sur son temps d'existence passé. En clair, il dit, attention,
qu'est-ce qui vous dit que l'intérieur de la Terre, c'est bien comme vous le pensez? Avant de tirer des conclusions, faites attention. Et il avait parfaitement raison. Voici l'homme qui va réconcilier tout le monde. Ernest Rutherford, un physicien néo-zélandais, père de la physique nucléaire et l'un des découvreurs de la radioactivité avec les époux Pierre et Marie Curie. C'est le début du XXe siècle. Et Rutherford découvre la radioactivité, qui dit source nouvelle d'énergie, dit source nouvelle de chaleur, et donc tout le raisonnement de Kelvin s'écroule, puisqu'on a résolu l'équation de la chaleur en supposant qu'il n'y avait pas de source de chaleur supplémentaire à l'intérieur de la Terre. Le fait qu'il y ait la radioactivité peut modifier tout, et Rutherford comprend que c'est comme ça qu'il va résoudre le conflit entre les spécialistes de géologie et les spécialistes de physique. Même quand vous avez une nouvelle idée, même quand vous semblez avoir raison, il n'est pas facile de faire admettre ça aux scientifiques qui ont développé leur théorie, qui ont fait carrière avec. Et Rutherford raconte la séance de l'Académie des sciences dans laquelle il a présenté ses vues. J'entrai dans la pièce qui était plongée dans une semi-obscurité et remarquai bientôt Lord Kelvin dans l'assistance. Je me rendis compte que j'allais avoir quelques difficultés avec la dernière partie de mon intervention concernant l'âge de la Terre, où mes vues étaient en contradiction avec les siennes. À mon grand soulagement, il s'endormit profondément. Mais au moment où j'abordais le point important, je vis le vieil oiseau se redresser sur son siège, ouvrir un œil et me lancer un regard torve. On l'a vu tout à l'heure, Kelvin n'avait pas l'air commode. Une inspiration me vint alors, et je déclarai que Lord Kelvin avait limité l'âge de la Terre à condition qu'aucune source nouvelle de chaleur ne soit découverte. Cette formulation prophétique désigne justement ce que nous examinons ce soir, le radium. Donc ça, c'est une bonne leçon à retenir. Quand vous voulez, dans un débat, exposer quelque chose qui est contraire à la vue de votre adversaire, arrangez-vous pour dire que quelque part, cette nouvelle découverte était prophétisée par l'adversaire et que tout le mérite lui en revient. Et là, merveille, le visage du vieux bonhomme s'épanouit en un large sourire. Voilà. Alors, Rutherford raconte l'anecdote, et ça a été repris. Et c'est passé dans l'histoire des sciences, si l'on veut, cette idée que grâce à la radioactivité ou à cause de la radioactivité, l'estimation de l'âge de la Terre était plantée et elle était en fait la Terre beaucoup plus vieille que ce qu'on savait avant. Et puis de toute façon, la radioactivité va maintenant permettre ensuite de donner un âge de la Terre plus précis. Tout le monde donc a été satisfait. Cependant, c'était pas une bonne explication. Et quand vous refaites longtemps après les calculs en tenant compte de la radioactivité avec les données qu'on a maintenant, eh bien on s'aperçoit que c'est pas ça le problème. En plus, alors je vous ai pas parlé de ça, mais Kelvin avait un deuxième argument pour l'âge de la Terre qui était basé sur l'âge du Soleil, qui était basé sur la thermodynamique, mais comme Kelvin ne connaissait pas la fusion nucléaire, il s'était planté aussi sur l'âge du Soleil et manque de chance, il avait trouvé les mêmes estimations pour le Soleil et la Terre. La radioactivité, donc, ça a remis tout le monde d'accord, mais en fait, ce n'est pas la bonne explication. Le bon problème, le vrai problème grave dans le calcul de Kelvin, voici celui qu'il a découvert. Il s'appelle John Perry, c'est un physicien ingénieur irlandais, très peu connu. Il a été un moment l'assistant de Kelvin, et en 1895, il suggère que l'intérieur de la Terre n'est pas un solide, comme on l'a supposé quand on a utilisé l'équation de la chaleur, mais liquide. Et la transmission de la chaleur dans un liquide et dans un solide, c'est très différent. Dans un solide, c'est comme là, vous êtes tous assis les uns les autres, bien à vos places, comme les atomes dans les mailles d'un réseau. Et si vous voulez transmettre de l'énergie, par exemple, si quelqu'un qui est très agité, il va transmettre par mouvement de coude à son voisin cette agitation et ça va se propager de voisin en voisin. Mais chacun de vous restera assis. Dans un liquide, au contraire, vous êtes libre de vous déplacer. Quelqu'un qui serait très agité se lèverait, se mettrait à courir partout dans la pièce, et les autres aussi qui sont très agités feraient de même. Et évidemment, cette façon de répandre l'agitation, elle est beaucoup plus rapide que d'attendre quelque chose se transmette de proche en proche.
dans les fluides, donc la transmission de la chaleur est bien plus rapide. Fourier le disait déjà dans les années 1820. Dans l'océan et les lacs, les molécules les plus froides, ou plutôt celles dont la densité est la plus grande, se dirigent continuellement vers les régions inférieures. Et les mouvements de chaleur dus à cette cause sont beaucoup plus rapides que ceux qui s'accomplissent dans les masses solides en vertu de la faculté conductrice. Donc il distingue la conduction dans les solides et la convection dans les fluides. Évidemment, ça change tout. C'est pas les mêmes équations, c'est pas le même calcul. Et vous allez me dire, Fourier il savait déjà ça dans les années 1820, Kelvin n'était pas idiot, pourquoi il n'a pas tenu compte de la convection? Réponse, parce que ça semblait impossible que des mouvements de convection s'appliquent sur un solide, comme l'intérieur de la Terre semble l'être. À l'intérieur de la Terre, c'est comme de la roche, comme du fer. Du fer, ça coule pas. C'est même très dur. Si vous essayez de le tordre, ça va vous demander un effort considérable. Et à l'intérieur du globe terrestre, c'est du fer aussi, ou des choses comme ça. Mais, il y a quelque chose qui échappe complètement à notre intuition, ce sont les échelles de temps en jeu. Comme le dit Perry, je sais que la roche solide n'est pas de la cire de cordonnier, mais 1 milliard d'années est une longue durée et les forces sont considérables. C'est là qu'on revient à la remarque que je faisais au début de l'exposé sur les ordres de grandeur. Face à 1 milliard d'années, même le meilleur physicien du monde est désemparé. Quelqu'un comme Kelvin ne va pas avoir l'intuition qui correspond à ça. Mais si vous le mettez en équation, mathématiques, physique, si vous évaluez les ordres de grandeur, vous pourrez voir que sur 1 milliard d'années, la roche solide dans la Terre, elle va couler comme du liquide. Parce que les forces en jeu sont considérables, parce que les durées sont considérables. Perry développe l'argument et propose un âge de 2 à 3 milliards d'années. On peut regarder ça avec respect. À ma connaissance, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un arrive à un âge pour la Terre qui a le bon nombre de zéros sur la base d'un raisonnement logique. 2 à 3 milliards d'années. Donc c'est remarquable, et c'est 1895. Et ça passe complètement inaperçu, ce qui montre que le processus scientifique n'est pas toujours parfait, comme toutes les activités humaines. Ça passe complètement inaperçu, n'est pas entendu. De toute façon, à partir de la première moitié du XXe siècle, la radioactivité va donner un âge précis, aujourd'hui stabilisé vers 4,6 milliards d'années. Et on pourrait se dire, finalement, c'était pas si grave que Perry n'ait pas été entendu. Si, c'était un peu grave. Parce que Perry a avancé cette idée très importante selon laquelle au centre dans la Terre, pas au centre mais dans la Terre, c'est plutôt liquide. C'est quelque chose qu'il a fallu attendre longtemps avant que ce soit admis. Jusque vers 1960, on peut dire, la majorité des scientifiques croyaient en une Terre solide, à l'exception notable de quelques précurseurs comme Alfred Wegener, ici représenté. Et c'est seulement au milieu du XXe siècle que s'impose l'idée d'un manteau fluide et de continents qui se déplacent comme flottants sur cette masse liquide. La théorie de la dérive des continents, bien sûr. Remarquable que cette théorie se soit imposée longtemps après la physique quantique, la relativité générale et beaucoup d'autres choses qui nous semblent beaucoup plus contre-intuitives. Voici un peu comment on se représente en gros l'intérieur de la Terre maintenant. Je parle sous le contrôle de quelques spectateurs qui sont plus savants que moi en la matière, mais vous voyez, on distingue bien un cœur, un manteau. Il y a une partie solide dans le cœur, il y a des parties qui sont plutôt fluides, il y a une partie qu'on pourra considérer comme solide, qui est près de la surface, et puis il y a des parties qui sont plutôt considérées comme des liquides, qui elles sont animées de mouvements de convection. Et une séparation assez nette entre une zone qui se comporte comme un solide et une zone qui se comporte comme un fluide, avec toute la différence que ça a fait au niveau des équations. Et une courbe de température estimée à l'intérieur de la Terre qui reflète cette différence. Une pente très élevée dans la partie solide, une pente très faible dans la partie plutôt liquide, plutôt fluide. Cette pente faible représentant le fait que les mouvements fluides ont servi à bien homogénéiser la température. Bien sûr,
On ne reconnaît pas du tout le profil qu'on a vu tout à l'heure en résolvant l'équation de la chaleur, parce que le modèle est différent. Bien sûr, Kelvin, il n'avait aucune chance d'arriver à la bonne solution s'il n'avait pas en tête un intérieur de la Terre aussi compliqué qu'il ne l'est. Kelvin n'avait pas le bon modèle. Alors, maintenant, on pense qu'on a les bons modèles, on pense qu'on a les bons âges. On a aussi quelque chose que n'avait pas Kelvin, qui sont des ordinateurs. Les ordinateurs, depuis le milieu du XXe siècle, ont gagné un facteur 1000 milliards environ en termes de capacité. Ici, je les ai représentés avec les 3 mathématiciens qui ont théorisé les premiers ordinateurs de manière à la fois chacun de leur côté et en même temps en connaissant les travaux des uns des autres, Shannon, von Neumann et Turing. Avec les ordinateurs, maintenant, on arrive à résoudre ce genre d'équations beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de précision. N'empêche que même si Kelvin avait eu à disposition le plus puissant des ordinateurs qu'on a maintenant, il se serait trompé exactement pareil. Parce que le problème, ce n'était pas une question de calcul, c'était une question de raisonnement, c'était une question de modélisation. C'est un exemple parfait de ce que l'ordinateur, ça aide, mais ça ne dispense pas de réfléchir, bien au contraire. Si vous demandez à votre ordinateur de calculer le mauvais problème, il vous le fera avec une très bonne précision et très vite, mais il vous rendra la mauvaise solution. Si au départ, vous êtes parti du mauvais postulat ou de la mauvaise interprétation. Voilà, j'en ai terminé avec mon histoire. Je vous mets ici quelques références bibliographiques, il y a des références historiques. Il y a un article qui est paru dans Pour la Science il y a quelques années précisément sur ce problème. Il y a aussi, tout au bas, j'ai mis l'un des ouvrages le plus avancé dans la liste, une introduction à l'analyse de Fourier. Voilà, je vous remercie. Ce que vous considériez comme magique en fait vous parliez beaucoup de magie et si c'est l'aspect de certaines choses indémontrables ou... Alors oui, j'ai parlé un peu de magie. Bon, c'était un peu une exagération, mais quand vous y réfléchissez, il y a quelque chose de mystérieux dans l'histoire, qui est vraiment mystérieux. C'est le fait qu'on arrive à mettre beaucoup de choses, un peu tout, en équation. Parfois de manière qualitative, parfois de manière quantitative. Mais il n'y a aucune raison, si vous y réfléchissez, que par exemple on arrive à comprendre et à prédire de manière très précise le mouvement des astres, rien qu'en écrivant quelques symboles sur une feuille de papier. Comme s'il y avait une base extrêmement logique, extrêmement précise, extrêmement simple quelque part dans les lois de l'univers. C'est la fameuse citation d'Einstein, le plus incompréhensible, c'est que l'univers soit compréhensible. Les choses sont d'une telle complexité, d'une telle richesse, qu'on pourrait se dire a priori, on va rien arriver à en faire de tout ça. Et on arrive quand même à faire des prédictions avec des modèles mathématiques. Et cette idée, c'est ça qui est magique quelque part, c'est un travail entièrement intérieur, le développement mathématique. Et ça permet de prédire des choses extérieures, y compris des choses qui nous sont étrangères. Alors, dans votre question, vous avez parlé de questions d'indémontrabilité, n'est-ce pas ? J'ai entendu ce mot-clé-là, non ? Ouais. Vous pensiez à des choses comme théorème de Gödel ou... Non, mais juste le fait qu'on puisse faire des modèles et tout ça, qu'on sache pas d'où ça vient, c'est ça qui est indémontrable. En fait. Ah oui. L'essence même des choses. Oui. Des fois, il y a des sortes de miracles qui sont là. N'empêche que le credo mathématique habituel, c'est quand même qu'à la fin, on arrivera à comprendre. Et puis on saura, on comprendra tout. En tout cas, c'était le credo jusqu'à la fin jusque dans les années 1930, jusqu'à ce qu'une révolution arrive, quand on a compris qu'il y avait certains énoncés au sein de la mathématique qui ne sont ni démontrables ni réfutables. Ça a été une petite révolution dans la conception même qu'on se faisait de la discipline. Mais ça, c'est une autre affaire. Autre question, oui. Ouais, ici.
Bonjour, moi je voulais savoir en quoi consistait aujourd'hui vraiment votre profession et comment vous êtes arrivé jusque-là. Alors, il y a deux questions différentes. Il y a une question qui est ma profession à moi, là, en ce moment. Et là, c'est un peu particulier. En tout cas, depuis quelques années en particulier, je passe beaucoup plus de temps à faire des conférences, des exposés, des interventions un peu partout dans le monde, et devant toutes sortes de publics, qu'à mon travail normal, si je puis dire, d'enseignant-chercheur. Je continue à faire des cours en université, mais très peu de temps pour faire de la recherche dans les dernières années. Donc ça, c'est un peu particulier. Avant cette période, on va dire, mon métier consistait à réfléchir à des problèmes de maths, à créer des théories mathématiques, à résoudre des problèmes de maths, à enseigner les solutions, à les exposer devant des collègues. Et c'est une activité qui est pratiquée par quelques centaines de milliers de personnes à travers le monde. On les appelle les mathématiciens. En France, on considère qu'il y en a environ 4000. Et c'est un bon métier. Dans le temps, ça a été classé meilleur métier du monde par le Wall Street Journal en 2009, sur une liste de 200 métiers passés au peigne fin. C'est un bon métier. C'est un métier très varié puisque de temps en temps, vous réfléchissez tout seul. De temps en temps, vous réfléchissez en groupe. La publication se fait majoritairement de manière collective de nos jours. De temps en temps, vous lisez des textes anciens. De temps en temps, vous lisez des textes très récents. De temps en temps, vous enseignez. De temps en temps, vous cherchez, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et parmi les caractéristiques principales, disons, du mathématicien par rapport aux autres scientifiques, le mathématicien parle beaucoup de colloques. Le mathématicien voyage beaucoup, il n'arrête pas de se rencontrer, un peu partout sur le globe. Le mathématicien est assez intransigeant sur les questions de rigueur au niveau de la publication. Le mathématicien a besoin d'énormément d'imagination, encore plus que dans les autres disciplines, parce que d'abord il doit aller au-delà de la contrainte de rigueur, qui est une contrainte très forte, et ensuite parce que il n'a pas le droit de recourir aux expériences, ou seulement pour se donner des idées, mais pas pour faire avancer sa démonstration. Comment j'en suis arrivé là ? C'est comme tout, beaucoup de travail et de la chance. Alors, j'ai suivi un cursus mathématique assez classique pour les mathématiciens français, avec un passage par l'École normale supérieure à Paris. L'École normale supérieure, c'est en un certain sens l'établissement qui a formé le plus de médailles Fields dans le monde. Puisqu'il y a, je pense, 10 de ces anciens élèves qui sont devenus médaillés Fields. Donc une réussite considérable de ce point de vue-là. Ce qui, en même temps, c'est une formation universitaire, au sens où l'enseignement que vous recevez à l'école normale supérieure est dispensé par des professeurs d'université. Aujourd'hui, je suis moi-même professeur d'université, à l'université de Lyon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc, après mes classes à l'école normale supérieure, je suis devenu agrégé préparateur. On appelle ça aussi caïman à l'école normale supérieure. C'est intermédiaire entre les élèves et les enseignants. Et puis, je suis devenu professeur à l'école normale supérieure de Lyon. Voilà, en tout cas, la carrière professionnelle. Beaucoup de voyages et en particulier 3 voyages importants aux États-Unis dans ma formation, en 99, en 2004, en 2009. À chaque fois, je suis resté un semestre aux États-Unis, soit à Princeton, soit à Berkeley, soit à Atlanta. Voilà. Il me semblait que dans l'exposé, on a vu qu'une des raisons qui vous avait mené ici aussi, c'était l'envie, le plaisir, le plaisir de voir un triangle. Des triangles. Très jeune, non ? Oui, alors il est vrai que j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'ai toujours trouvé ça intéressant, la mathématique. Il est vrai que ça faisait partie de mes passe-temps favoris quand j'étais gamin. Il est vrai que beaucoup de problèmes
Et puis, qu'est-ce qu'on va dire? Beaucoup de problèmes auxquels je me suis intéressé, des questions de physique, des questions d'astrophysique, beaucoup de questions, j'y suis venu à travers les équations mathématiques. C'est comme ça. Chacun a ses goûts et sa façon de raisonner. Par exemple, le problème de l'âge de la Terre, je le trouve beaucoup plus intéressant depuis que je vois les questions mathématiques qui sont cachées derrière. Bon, aussi l'évolution des espèces. C'était notre grand amour de jeunesse, la biologie évolutive. Je lisais tous les ouvrages de paléontologie qui étaient accessibles à des non-spécialistes et ainsi de suite. D'autres questions? Ouais, là. Comment peut-on caractériser en fait l'école de mathématiques française par rapport à l'école américaine que vous avez évoquée et puis l'école russe qui je crois aussi est importante aujourd'hui? Oui, l'école russe s'est développée surtout pendant le régime soviétique. Elle se caractérise par une imagination incroyable. Ça va de pair avec le côté extrêmement répressif et stérilisant qu'avait le régime soviétique. Elle se caractérise par une imagination incroyable et par une façon de mélanger un peu tout, théorie, application, tout l'ensemble. Il n'y a pas d'école américaine à proprement parler. La stratégie américaine est basée sur l'importation de cerveaux et de talents. Et tous les styles se retrouvent aux États-Unis. Ça demeure le pays dominant, le passage un peu obligé de tout l'enseignement supérieur, en tout cas en mathématiques, mais encore au-delà. Et c'est quelque chose qui date du milieu du XXe siècle, de manière assez précise. Un grand boom considérable des universités américaines. L'école française se caractérise traditionnellement par son haut degré d'abstraction, c'est normal, ça va bien avec la France, et par son côté un peu idéaliste. Et elle a été caractérisée par une grave guerre de tranchées entre mathématiques pures et appliquées. Il y a de ça quelques décennies. Aujourd'hui, le conflit est oublié. Et justement, le mariage entre les deux tendances est extrêmement fructueux. Ouais, de priorité aux jeunes. Enfin, aux plus jeunes. Est-ce que vous trouvez que les découvertes qui sont faites actuellement en mathématiques ou pas forcément en mathématiques, elles sont aussi importantes que celles qui ont été faites dans le passé? Oui, certainement. D'abord, il y a beaucoup plus de découvertes qui se font en ce moment. L'ensemble de la discipline a évolué de manière considérable. Il y a beaucoup plus de chercheurs maintenant qu'avant. On sait qu'il y a maintenant beaucoup plus de mathématiciens vivants que la somme de tous les mathématiciens qui sont morts depuis le début qu'il y a des mathématiciens. Il y a nombre de théorèmes qui se démontrent chaque année, ça se compte en centaines de mille. Donc c'est une véritable explosion qui est toujours en cours. Et donc le bouleversement des théories est plus rapide maintenant que ce qui se faisait avant. Différence avec ce qui se faisait avant, c'est que les découvertes sont moins le fait d'individus seuls que de groupes d'individus. Ce sont des équipes, le plus souvent, qui font avancer les choses. Il y a cependant des fois des avancées considérables qui sont faites par une seule personne. Spectaculaire, par exemple, il y a quelques années, c'était la démonstration, la résolution par Grigori Perelman, le grand mathématicien russe, de la conjecture de Poincaré. C'est même venu s'inviter dans tous les journaux grand public. Ça a été classé comme la découverte scientifique la plus importante de l'année. Et ça a effectivement apporté une révolution dans les rapports entre géométrie et analyse. Et le travail d'un individu a joué un rôle considérable à ce moment-là. D'autres questions? Oui, vous passez beaucoup de temps maintenant à faire la promotion des mathématiques et j'aurais éventuellement aimé une explication à cette attitude, à savoir quel est le déficit et l'importance du déficit qu'il peut y avoir dans ce domaine d'activité
et les origines, les causes de cette situation. Est-ce que c'est propre aussi à notre pays ou non? Le déficit n'est pas propre à notre pays. Il est clair qu'il y a dans beaucoup de pays, il est pire. Là, en revanche, si on peut dire qu'il y a un pli qui a eu plus de mal à venir en France qu'ailleurs, c'est l'idée de jouer à partir de choses concrètes. Dans la tradition anglo-saxonne, par exemple, des conférenciers seront beaucoup plus à l'aise pour partir de jeux ou d'exemples ou de choses très concrètes pour développer un propos. La tradition française est plus abstraite, ça vaut dans tous les domaines. Il est clair qu'il y a un déficit et je le ressens, j'ai ressenti très 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 fortement, rien que par le nombre de sollicitations qui me sont adressées. Vous remarquez avec raison que j'ai investi beaucoup de temps, énormément de temps dans ce genre d'activité, mais c'est encore très faible par rapport à la demande qui était faite. J'ai en attente quelque chose comme une liste de 200 invitations à m'exprimer, soit dans des écoles, dans des lycées, dans des entreprises, dans toutes sortes de cercles. Il est évident que je n'aurai pas même pas le 10e de toutes ces demandes. Tous les jours arrivent des nouvelles demandes d'exposés et ça se limite pas à la France. La semaine dernière, j'ai été en Algérie où j'ai donné 7 conférences dans une semaine dans 3 villes différentes. Sur les 7, il y en avait 4 qui étaient destinées à du grand public. Il y avait un passage à la télévision et ça continue. C'était mon 7e voyage à l'étranger depuis le début de l'année 2014. Donc la demande est considérable et partout, et c'est pas qu'en France. La demande, c'est que l'ensemble de la communauté scientifique a compris qu'il était important de communiquer, l'ensemble des sociétés ont compris qu'il était important de parler de science et qu'il y a un déficit qui a été engrangé en la matière sur plusieurs décennies. Simplement parce que ça venait pas naturellement, pas sous les feux de l'actualité, et que c'est pas pareil de communiquer ou de faire de la science. Même, on se méfie beaucoup quand on est scientifique de ce genre de choses. Il y a quelques jours, là, il y avait je vois, ils sont venus dans les news, flash info, urgent, des scientifiques annoncent une découverte fondamentale sur le Big Bang. Vous voyez ça, vous dites, mais pourquoi on a besoin que ce soit urgent là? Si la découverte est fondamentale, ça veut dire qu'ils ont réfléchi déjà, ça fait 5 ou 6 ans qu'ils étudient qu'ils travaillent dessus, il va falloir encore une année ou 2 avant que ce soit confirmé, c'est pas une info qui vient à la minute. Ça n'a pas de sens de présenter les choses comme ça. Alors très souvent, dans les émissions aussi, on vous demande par exemple, sur quoi vous travaillez en ce moment? J'ai envie de dire, je travaille sur le même problème qu'il y a 1 an et il y a 2 ans. Quand on change de problème tous les 3 ans, c'est déjà beau en mathématiques. Des fois, il faut rester sur le même problème quand vous êtes scientifique pendant 20 ans pour arriver à trouver les résultats. C'est vrai aussi d'ailleurs si vous êtes un entrepreneur en train de développer votre entreprise. Enfin, il y a beaucoup de métiers comme ça qui se font sur le long temps et pas à la minute. Et l'information, souvent on a l'impression que c'est à la minute, et c'est quelque chose qui dérange beaucoup les scientifiques, qui fait qu'il y a un mouvement de prudence par rapport à ça. C'est une des raisons. D'autres questions? Ouais. Où on en est pour le timing? Extraordinaire. Extraordinaire. Bon, voilà, peut-être une dernière question, s'il y a quelqu'un, ici, là, devant. Pardon. C'est pour savoir si en ce moment, par exemple, surtout notre compréhension du monde ne serait pas limitée par notre imagination. Enfin, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de notre compréhension du monde, surtout en physique? Il est clair que l'imagination est un frein, qu'on est limité par notre imagination, et que peut-être avec notre cerveau, on arriverait à faire des choses bien plus remarquables. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter et puis continuer. Il est vrai aussi qu'il n'y a aucune révolution fondamentale qui s'est faite en physique depuis un certain temps. Bon, on peut dire depuis la théorie des cordes, et encore, elle a beaucoup de mal à s'imposer, à se légitimer complètement.
Mais imagination sur des modèles de physique fondamentale, c'est juste une petite partie du problème. Il y a beaucoup de découvertes à faire qui sont simples quelque part. Il y a énormément de découvertes à faire aussi qui vont pas être le fruit de l'imagination d'un individu, mais qui seront le fruit de la rencontre entre plusieurs individus, plusieurs intelligences. Et ça démultiplie les choses. Hier, je faisais une conférence publique dans un autre, en tout cas pour des élèves, dans un autre cadre, où je parlais de résultats de recherche dans lesquels j'avais joué un rôle, et on parlait de géométrie non euclidienne, on parlait aussi d'optimisation de problèmes économiques, on parlait aussi de problèmes de physique statistique avec la théorie des gaz, et j'expliquais comment j'avais découvert avec d'autres collègues que ces trois théories étaient imbriquées et qu'il y avait quelque chose de nouveau qu'on pouvait construire à partir de ça. Et c'est une théorie qui a 15 ans, pas davantage. Une personne seule n'aurait jamais réussi à faire toute cette chaîne causale. Mais plusieurs personnes mises ensemble qui se rencontrent arrivent à une théorie sophistiquée, très inventive, reposant sur des concepts assez simples, en tout cas qui se comprend en termes un peu élémentaires. Donc l'imagination nous limite, oui, mais il reste encore énormément de choses à faire, même dans les limites de notre imagination, et beaucoup de choses auxquelles personne ne pense et qui surgiront sans qu'on s'y attende.